Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. La vérité en face, le débat à 9h32 sur Sud Radio. Avec vous, Éric Revel, vous signez « C'est Mozart qu'on assassine », un essai, un pamphlet au vitriol, les fiascos de la décennie Macron, édité par Ellipse. Vous n'êtes pas tendre avec le bilan du président de la République. On est presque à la fin du deuxième quinquennat, nous allons y venir. Pour vous porter la contradiction, bonsoir à vous, Jean-François Carinco. Bonsoir. Bonjour. C'est vous qui avez dit bonsoir. J'ai dit bonsoir. Allez, les Jean-François. Alors. Ancien ministre chargé des Outre-mer, auteur de Préfet de la République, édité au Cerf. Vous êtes vous-même un préfet. Exactement, j'ai terminé préfet de Paris, j'ai fait plusieurs postes. Et vous êtes un soutien du président Emmanuel Macron. Du moins, vous venez porter la contradiction à Éric Revel. Exactement, je me définis comme fidèle. Oui. Et donc, comme je suis fidèle, je suis plutôt à gauche, même à gauche, mais je suis fidèle au président. Alors, 2 mots de votre essai, plus que 2 mots d'ailleurs, Éric Revel, puisque nous étudierons quand même avec tous les deux, messieurs, le cas d'école des 100 rafales de l'annonce d'hier. Tout d'abord, c'est Mozart qu'on assassine, les fiascos de la décennie Macron, un pamphlet tonique sur le bilan du double quinquennat du Mozart de la finance, c'est vous qui le dites, mais aussi du Mozart de la diplomatie ou encore du Mozart de la politique. Le bilan de Macron, d'où que l'on se tourne, donne le vertige, vous écrivez, tellement il a collectionné les revers et les échecs. J'ai lu votre essai, Éric Revel. Je sais qu'il vous a plu. Oui, et vous faites une sorte de comparatif avec l'œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart. Alors, si vous voulez, la formule « c'est Mozart qu'on assassine », il faut quand même se rappeler que quand Emmanuel Macron, en 2017, fait campagne, certains de ses soutiens du moment, qui depuis ont changé, évidemment, contrairement à Jean-François Carenco, je pense à Jacques Attali, je pense à Alain Minc, nous le décrivent comme une sorte de Mozart de la finance. Vous voyez, il va redresser le pays. Il est quasiment vendu comme un prix Nobel de l'économie. Alors les Français ont payé le prix, mais ils n'ont pas vu le Nobel, celui-là, parce que l'accumulation de fiascos financiers de ce double quinquennat parle pour lui-même. Mais c'est Mozart qu'on assassine, c'est aussi une formule qui est passée dans le langage courant en France. Vous savez, c'est à la fois Gilbert Cesbron qui intitule l'un de ses romans clés « C'est Mozart qu'on assassine » et Antoine de Saint-Exupéry qui reprend la formule pour dire « C'est Mozart qu'on assassine ». Ça veut dire que chez chaque enfant, il y a un petit Mozart qui sommeillerait, mais les obstacles de la vie ou de la politique font qu'il ne se révèle pas. Eh bien, le Mozart de la finance, Emmanuel Macron, ne s'est pas révélé, puisqu'en quasiment 8 ans de pouvoir, oui, il a accumulé les fiascos, notamment sur le niveau économique et financier. Le roi est nu comme un ver. Jean-François Carinco, je cite Éric Revel, jamais un chef de l'État n'aura suscité autant de méfiance, de critiques, voire de haine. Vous avez lu cet essai, oui. Que dites-vous ce matin? Je dis, des chiffres, peu, des résultats. La richesse française a augmenté sous Emmanuel Macron. J'en prends pour exemple le patrimoine économique. L'espérance de vie a continué à augmenter. Le nombre d'étudiants a continué à augmenter. La balance des paiements courants s'est améliorée. Les créations d'emplois, notamment industriels, ont été fortes, même si elles diminuent ces temps-ci. Tous ces résultats, l'emploi industriel a augmenté. Tous ces résultats ne sont pas mis en avant. Alors après, vous me parlez de ceci, de cela. Évidemment, quand vous êtes au pouvoir et que l'opinion publique, et c'est ma réflexion principale, veut personnaliser les choses, vous arrivez toujours à trouver quelque chose qui ne va pas. Je rappelle que le nombre de contradictions dans une pensée est le signe de sa richesse. Oui, alors là, je vais vous dire, elle est très riche, la pensée de Macron. Elle est infiniment riche. Il y a que les Français qui sont appauvris. Et vous n'avez, dans ce livre, qui par ailleurs, je le dis parce qu'on est amis avec Revel, est bien écrit. Oui. C'est un ode musical, ça fait plaisir, c'est sympa. Mais il vous agace. Pas qu'il m'agace, c'est que je pense qu'il est inexact. Bon. Attendez, juste je termine, il y a deux crises qui manquent, qui sont les vraies crises du moment. Écologique. Non, il n'y a pas de crise économique. Allez-y, écologique. Il y a 2 crises. Il y a la crise écologique et la crise médiatique. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une crise médiatique. C'est-à-dire qu'on part d'une situation de l'État, des médias. J'ai acheté Le Monde en 1969, ça valait 50 centimes de francs. En octobre, c'était à Saint-Placide, j'arrivais à Paris pour être étudiant. Aujourd'hui, il vaut 57 fois plus. Et il n'a pas le même poids. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que ça change la nature de la démocratie, ça change la nature du peuple.
Les écrans changent la nature de la démocratie. Et c'est ça qui compte. Mais monsieur le ministre, les faits sont têtus. Pardonnez-moi, vous nous parlez de balance des paiements. Ça ne parlera pas aux auditeurs sur radio. En revanche, je vais vous donner quelques chiffres, parce que vous aimez les chiffres. 3 500 milliards d'euros de dette, ça vous parle? C'est 1 000 milliards d'euros de dette supplémentaires sous Emmanuel Macron. 150 milliards de déficit public annuel, ça vous parle? 150 milliards de déficit public. 80 milliards de déficit commercial, ça vous parle? 80 milliards de service de la dette, ça sera bientôt supérieur au budget de l'éducation nationale. C'est ça le bilan économique et financier du président, monsieur le ministre, que vous mettez en avant? D'abord, moi qui suis plus vieux que vous, cher Eric. Oh, pas de beaucoup. J'ai connu le dernier budget en équilibre de la France. 74. C'était sous Raymond Barre. Oui. J'étais stagiaire de l'ENA à Privas. Depuis, tout en déficit. Donc arrêtez de dire que tout ça c'est la faute à Macron, c'est la faute à la France. C'est la faute à la France. Ne méprisez pas. Et à ces élites. Dont vous faites partie, monsieur le ministre. Non, je me sens comme vous étiez énarque, vous êtes énarque. Vous faites partie des élites. Donc qu'est-ce que vous dites, Jean-François Carenco, qu'au fond, le budget, c'est une état d'esprit général. Deuxième idée, 80 milliards de déficit commercial. C'est pas le déficit commercial qui compte, c'est le déficit de la balance des paiements. C'est commerce plus service. C'est vrai qu'on a du déficit commercial. Et c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à Macron ou c'est dû au fait qu'on ne travaille plus? C'est dû au fait qu'on ne veut plus travailler. Regardez, dans cette station, dites-nous le mal que vous avez à trouver des personnels. Tout le monde. On ne travaille plus, cher Eric, vous le savez bien. Moi qui fais mes 100 heures par semaine. Eric Revel, on ne travaille plus, dit Jean-François Carenco. Il le dit pour défendre un président qui en est à son deuxième quinquennat. Alors est-ce que j'aurais l'outrecuidance de rappeler à M. Carenco qu'il a soutenu le passage aux 35 heures, qui est précisément à gauche le marqueur qui a diminué le temps de travail dans ce pays? Mais je n'ai pas cette outrecuidance, donc je ne vous poserai pas ça. Mais à 35 heures, on peut s'arrêter. Sur le temps de travail, vous savez que si vous prenez des multiples de 4, vous travaillez, mettons, 40 heures par semaine pendant 40 ans, et vous prenez la retraite à 80 ans, eh bien vous aurez travaillé, tout compris, 10% de votre vie. Éric Revel, pour manger beaucoup. Éric Revel, est-ce qu'on ne peut pas tirer un bilan, on va dire, désastreux de peu ou prou, avec un curseur plus ou moins élevé, d'à peu près tous les présidents de la République? Souvenez-vous, vous évoquiez 1974, en 81, Valéry Giscard d'Estaing qui part à pied de l'Élysée, qui est conspué. Donc ils sont finis en guenilles. Alors les fins, vous avez raison, les fins de mandat présidentiel en France se terminent toujours sous les colibets et les lazis. Vous avez raison. Mais pardonnez-moi, il faut quand même se souvenir qu'en 2017, Emmanuel Macron, le jeune politique qui va réussir un hold-up politique comme personne n'a réussi dans la Ve République, qu'est-ce qu'il nous promet? Son livre cadre, ça s'appelle Révolution. Révolution. Il nous promet un nouveau monde. Il promet aux Français la Start-up Nations. Donc, pardonnez-moi, mais si la fin d'Emmanuel Macron à l'Élysée est si catastrophique, c'est parce qu'il avait placé la barre extrêmement haute. Il avait expliqué que, grâce à lui, le « en même temps » allait résoudre les problèmes des blocages politiques français. Or, ce « en même temps », monsieur le ministre, pardonnez-moi, vous y avez participé, n'a servi à quoi? N'a servi qu'à exacerber la radicalisation politique et à rendre l'Assemblée nationale encore plus ingouvernable qu'elle ne l'était. Jean-François Carenco vous répond. Oui, je voulais répondre sur « en même temps » parce que c'est... Je soutiens le président sortant parce que d'abord, il a été réélu avec 28% des voix au premier tour. C'est le premier tour qui compte. On dit qu'il a été élu parce que c'était contre le Front National ou contre un... Au premier tour, il est en tête avec 28%, alors qu'il n'avait fait que 22% la première fois. Donc les gens ont apprécié. Et que tous ceux qui sont toujours battus arrêtent de dire que tout est mal. Ça, c'est ma première observation. Mais après, Eric a raison sur le en même temps. Parce que le président, que j'aime bien, fait aussi des erreurs. Il a fait des bêtises, il a fait des trucs. Je pense que... Pensez à quoi, par exemple, quand vous dites qu'il a fait des erreurs? Je ne veux pas faire de politique, je pense qu'il a fait des erreurs, mais c'est dans mon livre. L'essentiel 200 pages, de la réflexion, c'est le en même temps. Est-ce que il est bien en politique de dire il y a la gauche, il y a la droite, et moi je me mets au milieu et je fais le en même temps? C'est ça le vrai débat de la politique d'Emmanuel Macron. Il me semble. Est-ce que ce fait de dire je fais en même temps, je rapproche le centre droit, le centre gauche,
ne fait pas monter l'extrême droite et ne fait pas monter l'extrême gauche. Et en même temps, Sébastien Lecornu, proche d'Emmanuel Macron, Premier ministre, qui va devant les entrepreneurs français de Choose France, qui leur dit ne vous inquiétez pas, les taxes qui sont votées ne seront jamais appliquées. C'est quelque part un double discours. Tout le monde tient des doubles discours aujourd'hui. C'est ce qui tue la politique. C'est pas un double discours. Non, mais ça tue c'est la politique. Une philosophie de la politique. Est-ce qu'il faut gouverner la France avec ce qu'on appelle le bloc central? C'est le non-choix et en même temps, c'est ne pas trancher. C'est-à-dire qu'en fait, vous baladez les gens en permanence. Vous ne baladez pas, vous essayez de prendre en compte. Vous essayez de prendre en compte les contraintes. Prenez l'affaire du Mercosur. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Est-ce que le président a négocié est bien ou pas bien? On verra. Pourquoi voulez-vous que toujours soit tout blanc ou tout noir? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Messieurs, Éric Revel, Jean-François Carenco, nous discutons autour de ces Mozart qu'on assassine, des fiascos de la décennie Macron, signé Éric Revel, paru chez Ellipse. Nous nous retrouvons dans un instant. Je vais vous poser la question, ce n'est pas dans le livre, mais c'est un cas d'école sur le fameux contrat des 100 rafales. On va l'aborder. C'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Même s'il n'est pas dans le livre, mais dans le livre, il y a tant d'exemples. Il y en a page après page de tout ce que nous avons vécu pendant ces quasi 2 quinquennats. On se retrouve tout de suite pour la suite du débat de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Aquili. Face à face, Éric Revel, éditorialiste Sud Radio, auteur de Ces Mozart qu'on assassine, livre pamphlet sur les fiascos de la décennie Macron, édité par Ellipse. Face à vous, un ancien ministre, celui des Outre-mer, Jean-François Carenco, que vous êtes préfet également honoraire, et vous êtes en total désaccord avec le regard que porte Éric Revel sur le double quinquennat d'Emmanuel Macron, regard très critique. Je voudrais, messieurs, vous soumettre ce qui n'est pas dans le livre, mais qui est dans la continuité, les 100 rafales promis à l'Ukraine par le président Emmanuel Macron. Accord historique, a dit Volodymyr Zelensky, mais ce n'est pas un contrat, c'est juste une déclaration d'intention. Éric Revel, est-ce que nous sommes en train de nous payer de mots? De quoi parlons-nous, au juste? Vous avez là, sur ce fait d'actualité, qui honorerait bien sûr l'industrie française, si cette aide d'intention devenait un contrat, vous avez résumé toute ou une grande partie de la politique d'Emmanuel Macron qui est faite à partir de communication, mais pas de faits réels. Pourquoi je dis ça? Parce que les 100 rafales dont on nous parle, c'est sur une période de 10 ans. Une lettre d'intention, c'est pas un contrat. Donc ça veut dire qu'on annonce un accord historique, qui n'est en fait pas un contrat signé, qui serait financé d'ailleurs sur quel argent? L'Ukraine a un budget de 50 milliards d'euros de défense, 33 milliards ce sont des prêts auprès de l'Union européenne, et 17 milliards, ce sont des subventions. Vous croyez que les pays européens vont laisser l'Ukraine acheter sur des prêts européens des avions français? Non. Puis je rajoute, pour vous montrer comment c'est de la communication, monsieur le ministre, je rajoute que le 23 octobre dernier, le même Zelensky est allé en Suède signer une lettre d'intention pour acheter 150 Gripen, des chasseurs suédois. Donc si vous voulez, il y aura bientôt plus d'avions de chasse commandés par Zelensky, dont le régime est corrompu, qu'il n'y a d'avions de chasse en Europe. Non, ça tient pas debout. Jean-François Carenco, sommes-nous dans la communication pure, systématiquement avec notre président en exercice, voire même la parole performative? Vous savez, on dit les choses, elles sont faites parce qu'elles ont été dites. D'abord, il dit la vérité, puisqu'il ne dit pas que c'est un contrat. Moi, je défends la vérité. Après, je suis très critique sur un certain nombre de choses, notamment, je trouve qu'il y a une politique sociale qui n'est pas suffisante. Mais quand il dit... 9 millions de pauvres, c'est aussi ça le bilan, on va parler des pauvres. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre aujourd'hui? Non, mais continuez sur le Rafale. Ta grand-mère, elle vivait comment? Elle vivait moins bien. Elle vivait pas. Aujourd'hui, on est un peu surconsommateur. S'il dit, c'est une lettre d'intention. Et pourquoi vous dites, il ment? Il veut faire croire que c'est un contrat, mais il n'a jamais dit que c'était un contrat. Il n'a jamais dit que c'était un contrat. Vous dites que nous en faisons une mauvaise lecture. Vous dites que nous en faisons une mauvaise. C'est le président ukrainien. Vous saisissez. Et s'il n'avait rien dit, on aurait dit mais il laisse tomber l'Ukraine. Il faut arrêter de personnaliser le pouvoir. Il a cette tendance, le président. On peut lui reprocher. Mais pourquoi il a cette tendance? Parce que les médias en rajoutent, ça leur fait plaisir. C'est facile de dire que c'est la faute à l'autre plutôt que de dire c'est la faute aux Français qui ne travaillent pas assez. C'est très important ce que dit le ministre Carenco. Très important. Il faut arrêter de personnaliser le pouvoir. Le problème avec Emmanuel Macron, et j'ai jamais vu ça. J'ai suivi un certain nombre de présidents de la République depuis mes jeunes années, François Mitterrand. Mais le problème, monsieur Carenco, c'est que Emmanuel Macron, à cause ou grâce à son hubris, a fait disparaître
la fonction de président de la République. C'est-à-dire qu'il a tellement personnalisé le pouvoir autour de sa personne et de « je sais mieux que tout le monde » qu'en fait, on n'a plus forcément devant soi un chef de l'État, on a une personne dont le côté jupitérien a été balayé d'un revers de main par des Français qui semblent mépriser. Alors pourquoi vous dites Trump est meilleur? Ah ben je produis ça. Jean-François Carenco, je vous cite Éric Revel dans le texte à propos de la diplomatie, mais ça s'applique à bien d'autres domaines. Quand vous l'écrivez tout au long du livre, vous dites, Éric Revel, là où le Mozart de la diplomatie n'a jamais reconnu aucun de ses nombreux échecs diplomatiques, vertigineux, ce refus chez Macron souligne son manque de lucidité, aveuglé par son hubris qui lui sert à éclairer lui-même le chemin de son double quinquennat. Jean-François Carenco, Éric Revel, votre contradicteur ici présent, s'en prend à la personnalité du chef de l'État, un homme qui s'aimait trop apparemment, si j'ai bien compris. D'abord, sur les échecs et les succès diplomatiques, moi je trouve que ce qu'il a fait au Moyen-Orient, c'est bien. La preuve, c'est que tout le monde a reconnu. Je suis pour un truc à 2 États. C'est lui qui l'a impulsé. Tous les États européens l'ont suivi. C'est pas ce qu'il voulait au début. Au début, il voulait une grande coalition contre le Hamas international. L'Europe que l'on critique, toujours, commence à exister. D'ailleurs, quand ils prennent une décision, les journalistes disent que c'est pas bien. La France existe en Europe. J'ajoute que les pays européens, si la France va très mal, vont pas beaucoup mieux non plus. Ce qui se passe, c'est une évolution du monde. Ah oui, vous trouvez l'Espagne, l'Italie, le Portugal, ça va pas mieux que la France? Tout à fait. Regardez, qu'est-ce qui va mal en Italie? C'est le cas du Portugal. Qu'est-ce qui va mal en Italie? Mais parlons d'autre chose. Qu'est-ce qui va mal en Italie? L'Italie qui a 50 millions d'habitants à peu près. La France en a 69. Ils ont 300 000 habitants de moins que nous, de naissances par an. Ils ont un taux de natalité qui doit être 1,3. Et nous, on est 1,7, monsieur le ministre. C'est la régularisation opérée par Madame Meloni. La régularisation massive de migrants. Il n'y a plus personne en Italie. Quant à l'Espagne, ça n'existe plus. C'est des régions qui vivent différemment. Moi, il faut arrêter de dire que tout est mieux à l'extérieur. Regardez les chiffres. Regardez ce qui se passe sur la diplomatie. Où y a-t-il des échecs sur la diplomatie? Alors imaginez qu'il y a un président qui arrive, quel qu'il soit. Je vais tout vous faire mal. Voilà. Mon programme, c'est de tout faire mal. C'est la déchéance de la France. Alors effectivement, il aurait pu. Dès qu'il fait un truc, ça aurait pu être mieux. Lui, il a dit, c'est un de ses défauts. Je n'en doute pas, il en a des défauts. Je le connais, il en a. Mais c'est même pas lui que je défends, c'est aussi la fonction présidentielle, c'est l'État de la France. C'est l'État de la France. On n'a pas le droit de salir la France. Éric Revel. Je suis bien d'accord. Oui. Il faut défendre la fonction présidentielle plus que la personnalité d'Emmanuel Macron. Mais sa personnalité a tellement supplanté sa fonction qu'il me semble, et je l'écris, que cette fonction a disparu au profit de sa personnalité. Vous savez. Oui. Là, je vous dis oui. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Mais vous savez, monsieur le ministre, quand vous dites c'est la voix de la France qui a permis de trouver une solution à 2 États. Bon, d'abord, je vous ferai remarquer que le plan de paix, il n'est pas du tout français, il est américain. Quand je vois Sharm el-Sheikh, le président de la République, ou son service de la communication, qui fait une vidéo pour dire c'est le programme, c'est le plan de paix français, mais attendez, on rigole sous cap. Et certains rigolent tout fort d'ailleurs. Trump lui a fait remarquer, il lui a dit à la fin de la conférence de Sharm el-Sheikh, il lui a dit mais Emmanuel est pas là pour la photo, d'habitude il est au centre derrière moi. Bah non, il pouvait pas être là. Donc si vous voulez, non, je suis désolé, la France est plus qu'une puissance moyenne, mais au Moyen-Orient, sous Emmanuel Macron, qui a beaucoup varié sur ses prises de position, il me semble, enfin les experts le reconnaissent, que notre rôle s'est affaibli. Il est temps de conclure, messieurs, il reste peu de temps. Rarement les Français auront autant détesté leur chef, avec autant de rectitude et d'aplomb, écrit Éric Revel. Rarement le pays profond aura regardé autant de travers son président, maillon soudainement faible de l'élite parisienne. Je voudrais qu'on conclue là-dessus, Jean-François Carenco. C'est vraiment une attaque d'Éric Revel contre la personnalité. Regardez le départ de Giscard d'Estaing, regardez ce qu'est devenu Nicolas Sarkozy. Lui et Macron, et encore je le critique notamment sur un politique sociale où je pense qu'il faut faire beaucoup plus. Mais ceci dit, il a été élu, réélu, et on va voir comment il va sortir. Mais regardez comment sont sortis M. Giscard d'Estaing, comment est sorti M. Sarkozy, il a même été en tôle. Voilà. Donc, ayons du respect pour nos institutions. Ayons du respect pour nos institutions. Éric Revel. À condition, monsieur le ministre, que ceux qui incarnent ces institutions aient du respect pour leurs fonctions. Vous lui reprochez d'en avoir trop.
Ce sera le mot de la fin. Merci Éric Revel. Merci beaucoup, merci Jean-François Caraco. Je rappelle, merci pour ce débat d'ailleurs, tiens, c'est pour une fois qu'il y a des avis tranchés. Éric Revel, c'est Mozart qu'on assassine. J'en conseille la lecture. Hein. Les fiascos de la décennie Macron, le tout en musique. Puisque nous entendons... Chaque chapitre, c'est une œuvre célèbre de Wolfgang Amadeus Mozart. C'est une bonne idée et c'est bien écrit. Super belle idée. Bravo. Vous auriez pu faire ça avec Alain Souchon d'ailleurs. Ah oui. Mais j'aurais eu peur qu'il me traite de con, si vous voulez. Allez, merci à tous les deux et bienvenue à vous, Jean-Marie Bordry. Qu'y a-t-il dans Mettez-vous d'accord ? Des avis tranchés, comme d'habitude, avec tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent nous appeler au standard de Sud Radio. On va revenir sur cette promesse. Non, la majorité présidentielle ne votera pas le budget. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'impôts, trop de recettes, justement, décidées par les socialistes. On va aussi parler de ce sondage IFOP qui est assez révélateur. Les jeunes Français musulmans de plus en plus religieux. Qu'est-ce que ça implique ? On va en parler avec vous tous. À la une du Figaro. Et puis, cette promesse aussi, ou plutôt cette demande de votre invité tout à l'heure, Monsieur Kasbarian. Faut-il mettre fin à l'hébergement d'urgence pour les migrants en situation irrégulière ? Ce qu'il a dit ce matin chez vous, Jean-François, et sur Sud Radio, fait déjà polémique avec des réactions d'autres députés. On y reviendra. Et oui, les avis tranchés sont sur Sud Radio. Toujours. Allez, merci à vous, Jean-Marie. Bonne émission.